Nous vivons à une époque où l'idée de liberté est idolâtrée. Elle est vendue comme un produit, célébrée dans des discours de motivation, exaltée dans des chansons et des slogans publicitaires. La liberté est devenue synonyme de pouvoir, choisir, d'aller où l'on veut, d'être qui l'on veut. Mais peu osent se demander, ces choix nous appartiennent-ils vraiment? Ce vouloir est-il vraiment libre? Ou le sentiment d'autonomie que nous célébrons t'en est-il, au fond, qu'une illusion confortable? Spinoza, il y a plus de 3 siècles, avait déjà décelé ce que nous répugnons encore à admettre aujourd'hui. Les êtres humains ne sont pas aussi libres qu'ils l'imaginent. Et plus encore, se croire libre, alors qu'on ne l'est pas, est le pire des emprisonnements. Spinoza nous invite à considérer la liberté avec honnêteté. Et ce qu'il y découvre n'est pas un portrait héroïque du sujet autonome, mais le reflet d'un être mu par des affections, des pulsions et des causes dont il est souvent totalement inconscient. Les êtres humains, dit-il, se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs désirs, mais ils ignorent totalement les causes qui les poussent à désirer. Et là commence le choc, car il ne parle pas de liberté politique, ni de droit civique. Il parle de quelque chose de plus intime, la liberté intérieure, la capacité d'agir non par réaction, mais par compréhension. Et cette liberté, selon lui, est rare, très rare. La plupart d'entre nous vivons dans un état que Spinoza appellerait servitude. Non pas la servitude visible des chaînes ou des ordres extérieurs, mais la servitude des passions. Nous vivons comme des feuilles au vent, poussés par des forces internes que nous ne comprenons pas et qui nous entraînent d'un désir à l'autre, d'une frustration à la promesse d'un soulagement. Nous disons « je veux », mais nous ignorons pourquoi nous le voulons. Nous disons « j'ai choisi », mais nous ignorons d'où vient ce choix. Nous prenons liberté pour spontanéité, mais en réalité, nous ne sommes que des réactions prévisibles. Et plus nous ignorons cet état, plus nous nous enfonçons dans l'illusion d'être maîtres de nous-mêmes, alors qu'en réalité, nous ne sommes que le point de rencontre d'influence qui nous dépasse. L'ego, cette construction fragile et vaniteuse, adore l'idée de contrôler. Il se nourrit du sentiment de commandement, du récit selon lequel je décide, je pense, je le fais parce que je le veux. Et c'est précisément pourquoi la proposition de Spinoza est si déconcertante. Elle lui retire son jouet préféré. Car, en montrant que tout ce que nous sommes résulte d'un réseau infini de causes, de la formation de l'univers aux petits traumatismes de l'enfance, il démantèle le mythe de l'individu souverain, non pas pour nous humilier, mais pour nous libérer de l'illusion. Car la véritable liberté n'est possible qu'en reconnaissant, sans masque, la prison dans laquelle nous vivons. Et cette prison n'est pas abstraite. Elle est concrète, quotidienne, invisible. Elle réside dans notre façon de réagir à un regard désapprobateur, au ton de la voix d'un être cher, au souvenir d'un échec passé. Elle réside dans les désirs que nous considérons comme nôtres, mais qui ont été instaurés par une culture qui valorise l'apparence, le statut, la consommation. Elle réside dans les idées que nous défendons bec et ongles, sans savoir qu'elles sont des héritages inconscients des groupes auxquels nous appartenons. Spinoza, avec la précision d'un chirurgien philosophe, nous invite à regarder tout cela en face. Et son diagnostic est clair. Ceux qui vivent ainsi vivent comme des esclaves, non pas d'un tyran extérieur, mais de leur propre ignorance. Mais ce qui rend sa critique encore plus percutante, c'est qu'il ne se contente pas de la dénoncer. Il indique une issue exigeante, certes, mais possible. Et tout commence par la lucidité, par la reconnaissance que ce que nous appelons libre arbitre n'est, la plupart du temps, qu'ignorance des causes qui nous animent, et que, par conséquent, la véritable liberté ne peut exister que lorsque nous comprenons ces causes, lorsque nous regardons en nous-mêmes avec courage et explorons les raisons cachées de nos sentiments, de nos pensées et de nos choix. Lorsque nous cessons de réagir et commençons à agir en fonction de la compréhension. Et cela change tout. Car cette liberté, contrairement à celle que l'ego nous vend, n'est pas confortable. Elle ne nous donne pas le droit de faire tout ce que nous voulons. Au contraire, elle nous montre que tout ce que nous voulons n'est pas bon pour nous, que tout ce que nous désirons n'est pas juste, que toute impulsion ne mérite pas d'être suivie.
La liberté spinoziste exige du discernement. Elle exige que nous soyons capables de contrecarrer nos instincts au nom d'un ordre plus profond. Elle exige que nous nous alignions sur les lois de la nature, non pas par peur, mais avec la compréhension que tout est interconnecté et que le véritable pouvoir de la vie réside dans une vie en harmonie avec le tout. Et c'est peut-être pour cette raison que cette vision a été ignorée par tant de personnes, parce qu'elle ne sert ni le marché, ni la culture de la gratification instantanée. Elle ne sert pas les institutions qui ont besoin que l'individu se croie libre, tout en continuant à être contrôlable de manière prévisible. La liberté que Spinoza démasque est une liberté fabriquée, celle qui donne l'illusion du choix, mais qui maintient le scénario invisible en marche. Et celle qu'il propose, au contraire, est une liberté qui ne s'achète pas, qui ne s'apprend pas dans les livres de développement personnel, qui ne s'acquiert pas sans effort. C'est une liberté qui exige la rupture, elle exige la perte, elle exige la renaissance. Alors, quand vous dites être libre, qu'entendez-vous exactement par là? Parlez-vous de la possibilité de choisir entre des marques, des chemins, des opinions? Ou parlez-vous de la capacité réelle d'agir consciemment, avec clarté, avec une véritable autonomie? Car la première est la liberté de consommation. La seconde est la liberté d'esprit. Et c'est sur cette seconde liberté que Spinoza mise toute sa philosophie. Non pas parce qu'elle est facile, mais parce que c'est la seule qui puisse nous libérer de l'esclavage déguisé dans lequel nous vivons. Et c'est là que commence le plongeon que peu de gens entreprennent. Car constater notre détermination, intérieure comme extérieure, peut être angoissant. On peut avoir l'impression d'avoir perdu pied. Mais, paradoxalement, ce n'est qu'en reconnaissant ce qui nous détermine que nous commençons à créer un espace pour agir avec plus de liberté. Ce n'est qu'en voyant les chaînes que nous pouvons commencer à desserrer les maillons. Et chaque maillon desserré est une petite victoire de la raison sur l'automatisme. Une petite victoire de la conscience sur le conditionnement. Une petite victoire de la liberté sur l'illusion de la liberté. L'illusion du contrôle est peut-être la plus sophistiquée des illusions. Contrairement aux croyances religieuses traditionnelles ou aux convictions politiques visibles, elle opère silencieusement, ancrée au cœur de notre identité. Nous croyons avoir le contrôle parce que c'est ainsi qu'on nous a appris à vivre en sujet autonome, maître de notre volonté, auteur conscient de nos propres décisions. Mais cette croyance, aussi célèbre que fragile, commence à s'effriter, à y regarder de plus près. Spinoza, avec la précision déconcertante propre aux grands penseurs, nous montre que ce sentiment de contrôle absolu sur soi-même n'est qu'une apparence. Une apparence si forte que, même lorsqu'elle est contredite par la réalité, nous persistons à la maintenir, comme quelqu'un qui préfère vivre avec un miroir brisé plutôt que de regarder son visage sans reflet. Mais d'où vient ce profond sentiment de contrôle? Il naît en partie du simple fait que nous sommes conscients de nos désirs. Nous ressentons le besoin irrésistible de faire quelque chose. Manger, parler, réagir, décider. Et ce faisant, nous supposons que l'action est un choix libre. Spinoza, cependant, nous oblige à marquer une pause dans ce flux et demande « Mais d'où vient ce désir? Qu'est-ce qui l'a provoqué? Qu'est-ce qui l'a rendu irrésistible? Quand avez-vous décidé de désirer ce que vous désirez ?» C'est à ce moment-là que l'illusion commence à se manifester. Car, bien que conscients du désir, nous ignorons presque totalement ses causes. Et, en ignorant les causes, nous confondons conséquences et origine. Nous croyons avoir décidé, alors qu'en réalité, nous étions simplement traversés par une chaîne invisible d'impulsions, de souvenirs, de stimuli et de contextes. Cette chaîne commence avant nous. Elle prend racine dans la biologie, la génétique, la culture dans laquelle nous sommes nés, la langue que nous avons apprise, les traumatismes dont nous avons hérité, les affections qui nous ont marqués. Et elle se poursuit dans chaque geste apparemment anodin. Le regard que l'on nous a porté dans l'enfance, l'approbation que nous avons reçue lorsque nous avons agi d'une certaine manière, la peur que nous avons ressentie lorsque nous avons dérogé à une attente. Chacune de ces expériences a sculpté, presque imperceptiblement, ce que nous appelons notre personnalité. Et c'est cette personnalité, façonnée, conditionnée, influencée, qui réagit au monde et dit « voilà ce que je veux ».
Mais Spinoza démonte cette phrase avec une clarté fulgurante. Vouloir, en soi, ne prouve pas la liberté, car même les automates agissent selon des impulsions internes. La différence réside dans la conscience des causes, et c'est cette conscience que nous n'avons presque jamais. Le plus troublant dans cette découverte est qu'elle nous oblige à repenser notre notion d'autorité sur nos propres vies. Car si nos pensées, nos émotions et nos décisions naissent de causes inconscientes, dans quelle mesure sommes-nous les auteurs de nos actes? Dans quelle mesure nos valeurs nous appartiennent-elles réellement? Dans quelle mesure nos opinions ne sont-elles pas de simples échos de l'environnement dans lequel nous avons grandi? Et si tout cela nous a été donné, façonné, imposé, alors où commence le moi? Spinoza ne répond pas par le pessimisme, ni par un scepticisme paralysant. Au contraire, il nous montre que la véritable liberté commence précisément lorsque nous acceptons de ne pas être aussi libres que nous le pensions, car c'est seulement dans cette reconnaissance que s'ouvre la véritable possibilité de transformation. Il faut voir la prison pour trouver la sortie. Mais cette issue n'est pas une échappatoire. Il ne s'agit pas d'abandonner le conditionnement pour vivre dans un prétendu état pur de liberté. Ce serait une autre illusion. La proposition de Spinoza est plus subtile, plus honnête. Il s'agit d'apprendre à connaître les causes qui nous animent. Il s'agit d'examiner nos propres désirs et de nous demander, avec courage, pourquoi cela m'attire-t-il? Pourquoi cela me dérange-t-il? Qu'est-ce qui se cache derrière ce choix? Qu'est-ce qui entretient cette peur, cette culpabilité, cette impulsion? C'est cette investigation lente, silencieuse et continue qui ouvre la voie à la véritable liberté. Car, en comprenant les causes, nous gagnons en marge de l'action. Nous commençons à réagir clairement, au lieu de réagir automatiquement. Et c'est dans ce petit espace entre le stimulus et la réponse que naît la liberté qui compte. Le problème, c'est que nous avons été éduqués à éviter cet espace. La culture de la performance, de la consommation et de la gratification nous pousse à prendre des décisions rapides, à céder à des impulsions immédiates, à des justifications automatiques. Il n'y a plus de temps pour réfléchir. Il n'y a plus de place pour le silence. Le doute est devenu notre ennemi. S'arrêter, signe de faiblesse. Et nous continuons ainsi à dire « je veux, je suis comme ça, voilà mon opinion », sans savoir que chacune de ces phrases est l'écho d'un conditionnement non choisi. Spinoza, cependant, propose une autre voie, une voie de lucidité. Une voie où la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à comprendre pourquoi on le veut. Et cette voie, bien qu'ardue, est la seule qui mène à une véritable autonomie. Croire que nous avons le contrôle est confortable. Cela nous libère du poids de la réflexion, du questionnement, de l'idée que nous ne sommes peut-être pas ce que nous pensions être. Mais Spinoza nous montre que ce confort a un prix, la perte de la liberté. Car une liberté fondée sur l'ignorance n'est pas la liberté du tout. C'est juste une forme de prison plus sophistiquée. Et c'est pourquoi sa philosophie est si déconcertante. Elle exige de nous une honnêteté radicale, une volonté de laisser tomber les masques de l'ego et d'observer la complexité des forces qui nous façonnent. Et seuls ceux qui font cela peuvent commencer à répondre, avec maturité, à la question qui ouvre tout ce scénario. Êtes-vous vraiment libre ou croyez-vous simplement l'être? S'il est une chose que Spinoza avait comprise avec une profondeur inhabituelle pour son époque, et qui ne serait confirmée que des siècles plus tard par les neurosciences, la psychologie et la biologie, c'est que l'esprit et le corps ne sont pas des entités séparées. Il n'existe pas de « moi rationnel » commandant d'en haut un corps impulsif. En bas, tout est une seule substance, tout agit dans l'unité. Ce que nous ressentons dans le corps est aussi une pensée. Ce que nous pensons est en même temps une manifestation corporelle. Et au sein de cette unité, une vérité dérangeante se révèle. La plupart de nos décisions, réactions, opinions et jugements sont des réponses automatiques qui émergent avant même que la conscience puisse intervenir. La liberté, alors, ne se produit pas là où nous l'imaginons. Elle n'apparaît pas au moment du choix, mais bien plutôt dans les couches profondes de la perception que nous ne pouvons même pas nommer. Pensez à une dispute houleuse. Quelqu'un dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous sentez votre visage s'échauffer, vos muscles se tendre, votre voix s'élever.
Vous dites quelque chose de dur, froncez les sourcils et quittez la pièce. Plus tard, peut-être, vous réfléchissez et dites « j'ai perdu le contrôle » ou « c'était plus fort que je ne pouvais le supporter ». Spinoza écoutait cela avec empathie, mais sans surprise. Pour lui, vous n'avez pas perdu le contrôle, vous ne l'avez simplement jamais eu. Ce qui s'est passé là était une séquence naturelle d'affects qui ont opéré avant que votre raison ne puisse comprendre ce qui se passait. Le corps a parlé avant que l'esprit ne le formule. Et ce n'est pas une erreur, c'est la réalité de l'être humain. Nous sommes touchés par des affects, par des expériences sensorielles et émotionnelles chargées de mémoire, d'histoire et d'association. Et nous agissons, la plupart du temps, en fonction de ces affects et non de la raison. C'est pourquoi Spinoza ne croyait pas au libre arbitre comme liberté d'agir en dehors des causes naturelles. Pour lui, tout, absolument tout, a une cause, y compris ce que nous appelons la décision. Ce qui change alors n'est pas notre détermination, mais le degré de conscience que nous avons de cette détermination. Plus nous ignorons les causes qui nous animent, plus nous sommes esclaves de réactions automatiques. Plus nous comprenons ces causes, plus nous nous rapprochons de la liberté. Et c'est là qu'intervient la différence fondamentale entre vivre par impulsion et vivre avec clarté. Car l'impulsion n'est pas mauvaise. Le problème est d'être emprisonné par elle sans le savoir. La véritable liberté consiste à pouvoir reconnaître l'impulsion, comprendre son origine, puis choisir ce que l'on veut en faire. Mais ce choix ne se produit pas sur un coup de tête. Il commence bien plus tôt. Il prend naissance dans notre relation à notre corps, aux émotions qui surgissent, aux schémas que nous répétons. C'est un travail d'ajustement et non d'imposition. C'est un lent processus de connaissance de soi qui élargit progressivement l'espace intérieur entre ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Et cet espace est le lieu de la liberté. Car, lorsqu'il existe, nous ne sommes plus entraînés par nos passions. Nous pouvons les observer, les accueillir, et à partir de là, agir avec plus de lucidité. Mais tant que cet espace n'existe pas, tout ce que nous appelons décision n'est que le déroulement d'un scénario déjà écrit dans nos tripes. C'est pourquoi la plupart des gens confondent spontanéité et authenticité. Ils pensent qu'agir sous le coup de l'émotion est un signe de liberté, alors qu'en réalité, c'est un signe d'emprisonnement émotionnel. Ils pensent que dire tout ce qui leur vient à l'esprit est une preuve de sincérité, alors que, souvent, ce n'est que de la réactivité. Spinoza, dans sa sérénité inébranlable, nous invite à quelque chose de bien plus difficile et de plus profond. Cultiver le pouvoir d'agir à partir de la compréhension. Non pas nier les sentiments, mais comprendre leur fonctionnement. Transformer la force brute de l'émotion en force lucide de la raison, afin que nous puissions cesser d'être passifs face au monde et devenir actifs, des agents conscients de notre propre existence. Mais ce processus exige du courage, car il démantèle l'image que nous avons de nous-mêmes. Il révèle que nous ne sommes pas aussi rationnels que nous le croyons, que nos opinions ne sont pas aussi authentiques qu'elles le paraissent, que nos choix ne sont souvent que des réactions automatiques conditionnées par des expériences passées. Et cela fait mal, car cela nous oblige à tout recommencer, à nous regarder intérieurement avec honnêteté, à nous demander « ce que je pense, est-ce vraiment le mien ?» Et plus encore, ce sentiment qui me domine, que cherche-t-il à me montrer? Ces questions ne sont pas philosophiques au sens abstrait du terme, elles sont existentielles, car la réponse que nous leur donnons détermine le genre de vie que nous menons. En fin de compte, la proposition de Spinoza est une invitation à la maturité. Une maturité pour accepter que nous ne sommes pas maîtres absolus de nous-mêmes, mais que nous pouvons devenir de plus en plus conscients des forces qui nous traversent. Une maturité pour comprendre que la liberté n'est pas l'absence de limites, mais la présence de la clarté. Et une maturité pour comprendre que si nous voulons vraiment être libres, nous devons commencer là où commence la liberté, dans le corps qui ressent, dans l'esprit qui pense, dans l'espace entre l'impulsion et l'action. Cet espace, invisible à l'œil nu, est le champ où la véritable liberté peut naître. Mais elle ne s'élargit que lorsque nous avons le courage d'abandonner l'illusion du contrôle et de commencer à construire, jour après jour, une autonomie qui ne se proclame pas,
elle se concrétise. Il n'existe pas d'idée plus répandue, plus défendue et plus célébrée dans les traditions occidentales que le libre arbitre. Des religions au manuel de développement personnel, de la justice à la philosophie morale populaire, tout semble reposer sur l'idée que les êtres humains ont la liberté de choisir, de décider, d'agir de leur plein gré, comme s'ils étaient des îles autonomes, capables de s'élever au-dessus de toute influence, au-dessus des causes, au-dessus de la nature elle-même. Cette vision apparemment libératrice est précisément ce que Spinoza remet en question avec la précision d'un coup philosophique sans retour. Car, selon lui, cette idée du libre arbitre n'est pas seulement fausse, c'est la plus sophistiquée des illusions humaines, et plus dangereuse encore. Elle nous fait ignorer les véritables forces qui nous gouvernent, nous empêchant d'accéder à une liberté plus réelle et plus consciente. Le paradoxe réside précisément là. Croire être libre alors que ce n'est pas le cas est ce qui nous maintient en esclavage. Spinoza le dit clairement. Les êtres humains se croient libres parce qu'ils connaissent leurs actes, mais ils en ignorent les causes. Et cette ignorance n'est pas accidentelle, elle est cultivée. Car s'imaginer autonome confère à l'ego un sentiment de grandeur, de supériorité et de contrôle. Cela donne le sentiment que tout ce qui se passe là-bas peut être surmonté par une décision ici-bas. Mais cette séparation entre sujet et monde est illusoire. Nul n'agit dans le vide. Nul ne désire sans raison. Nul ne choisit dans un vide d'influence. Tout est interconnecté, tout est une conséquence, y compris vous. Pour Spinoza, l'univers est un réseau infini de causes et d'effets, où tout ce qui existe est l'expression d'une même substance, Dieu, ou la nature, comme il l'appelait. Dans cet univers, rien n'est fortuit, rien n'échappe à l'ordre naturel. Cela inclut les pensées, les émotions, les impulsions et les décisions humaines. Tout obéit à une logique causale, non pas déterministe au sens mécanique et rigide du terme, mais nécessaire, telle une chaîne de maillons qui s'entremêlent avec une perfection que seule l'ignorance peut nier. Et c'est précisément cette ignorance qui alimente le mythe du libre arbitre. Lorsque nous ignorons la raison de nos sentiments, de nos comportements, de nos idées, nous supposons qu'ils naissent du néant, qu'ils viennent de nous. Or, ce nous est déjà le produit d'innombrables causes invisibles. Le libre arbitre se révèle alors comme un réconfort psychique, et non comme une réalité ontologique. Il nous libère du poids de la causalité, mais au prix de notre lucidité. Il nous donne le sentiment que tout est entre nos mains, mais nous aveugle à ce qui nous anime réellement. C'est pourquoi Spinoza a été si radical dans son refus. Il préférait être qualifié de fataliste plutôt que de perpétuer un mensonge réconfortant. Mais il est nécessaire de comprendre ce qu'il entendait par là. Spinoza ne croyait ni au destin fixe, ni à la résignation passive. Ce qu'il voyait était un ordre naturel, beau dans sa nécessité, compréhensible, et qui, une fois compris, nous restitue une forme de liberté bien plus précieuse que celle vendue par les discours religieux ou la morale commune. Car, contrairement à ce que l'on pourrait croire à première vue, nier le libre arbitre ne signifie pas nier la liberté. Cela revient simplement à sortir la liberté du domaine de l'illusion et à la placer dans celui de la compréhension. La véritable liberté, pour Spinoza, est la liberté de comprendre pourquoi nous sommes comme nous sommes, pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons, pourquoi nous agissons comme nous le faisons, et, sur la base de cette compréhension, d'élargir notre capacité de choix dans les limites de notre nature. Ce n'est pas une liberté magique qui rompt avec toutes les causes. C'est une liberté réaliste qui se reconnaît dans un monde de causes, mais qui, malgré tout, trouve des marges pour agir avec clarté. C'est comme un fleuve qui, bien que soumis à la gravité, peut apprendre à couler plus doucement, moins tourbillonnant, plus dirigé. Ce concept de liberté est inconfortable pour ceux qui ont l'habitude de s'imaginer protagonistes absolus de leur propre histoire. Mais il est profondément libérateur une fois compris, car il nous libère du poids d'une responsabilité illusoire, celle qui nous fait croire que tout ne dépend que de la volonté, et nous offre en échange une responsabilité plus authentique, celle de nous connaître nous-mêmes, celle d'observer nos sentiments, nos pensées, nos habitudes, celle d'explorer,
honnêtement et sans culpabilité, ce qui nous anime, et, ainsi, de commencer à construire un espace intérieur où des choix plus conscients peuvent s'épanouir. Et c'est là que le paradoxe du libre arbitre se révèle dans toute sa splendeur. Tant que nous nous croyons libres, sans porter de costume, nous restons dominés par tout ce que nous prétendons contrôler. Mais lorsque nous acceptons que nous ne sommes pas libres au sens illusoire du terme, nous ouvrons la porte à une forme de liberté qui est construction, processus et pratique continue. Une liberté qui ne se proclame pas par des mots, mais se vit avec attention. Une liberté qui ne crie pas « je peux tout faire », mais murmure « je comprends ce qui me motive et je peux désormais choisir avec plus de clarté ». Cette liberté n'est pas populaire. Elle ne répond ni à la logique de la performance, ni à la morale de l'obéissance. Elle exige lucidité, humilité, patience, mais elle est réelle. Et peut-être, en fin de compte, est-ce la seule qui vaille la peine d'être recherchée? Arrivé à ce point, une question se pose. Si tout est déterminé, si nous sommes influencés par des causes que nous ignorons, s'il n'existe pas de libre arbitre au sens traditionnel du terme, alors que sommes-nous, sinon des marionnettes sophistiquées, des automates dotés d'apparence consciente, pièces d'un jeu cosmique sans choix ni direction? C'est là que la philosophie de Spinoza révèle toute sa splendeur. Car, contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'enferme pas l'être humain dans une cage déterministe. Au contraire, il redéfinit la notion de liberté et nous invite à découvrir une nouvelle forme de liberté. Une liberté qui n'ignore pas la réalité des causes, mais qui s'épanouit précisément en les comprenant. Pour Spinoza, nous ne sommes pas des marionnettes passives. Nous sommes des modes de substance infinie, des expressions singulières d'une réalité totale, appelés à vivre, non pas avec arrogance, mais avec conscience. Oui, tout ce que nous faisons a une cause. Oui, nos affections, nos pensées et nos actions s'inscrivent dans une chaîne infinie de détermination. Mais cela ne signifie pas passivité. Cela signifie que la liberté absolue, celle qui agit sans cause, comme une sorte de miracle psychologique, est une fiction. La véritable liberté, celle que nous pouvons expérimenter ici et maintenant, naît de la reconnaissance de ces causes et de la capacité d'agir en fonction de cette connaissance, et non pas seulement d'une réaction aveugle à des impulsions. Imaginez quelqu'un qui réagit avec colère dès qu'il se sent critiqué. Il croit défendre sa dignité, mais agit automatiquement, dominé par une émotion dont il n'a pas conscience. Imaginez maintenant cette même personne s'observant, comprenant l'origine de sa colère, peut-être la peur du rejet, peut-être l'habitude acquise de se défendre en attaquant, et, fort de cette compréhension, prenant une inspiration avant de réagir, choisissant de répondre avec lucidité. Cette différence, en apparence subtile, est immense. C'est la différence entre être mu par la passion et être guidé par une idée claire. Pour Spinoza, c'est là le cœur de la liberté. Ne pas agir en dehors des causes, mais agir en les comprenant. Ce n'est pas l'absence de conditionnement, mais la présence de la conscience. Et c'est là toute la beauté de la pensée spinoziste. En niant l'illusoire libre arbitre, elle nous invite à une liberté plus exigeante et plus réelle. Une liberté qui ne repose pas sur des croyances magiques concernant l'ego souverain, mais sur un processus continu de connaissance de soi. Une liberté qui ne repose pas sur une rupture avec le monde, mais sur la compréhension des mécanismes qui nous y relient. Et ce faisant, elle nous restitue la dignité perdue par l'illusion d'un contrôle absolu. Car le véritable pouvoir ne consiste pas à agir sans être déterminé. C'est impossible. Il consiste à reconnaître les déterminations et à agir avec sagesse en leur sein. L'être humain libre, pour Spinoza, est celui qui vit guidé par la raison. Non pas parce qu'il méprise les émotions, mais parce qu'il les intègre, les connaît, les transcende sans les nier. Cette liberté exige que nous abandonnions l'idée que la liberté consiste à pouvoir faire ce que l'on veut. Car, comme nous l'avons vu, nous ne savons pas toujours pourquoi nous voulons ce que nous voulons. La véritable liberté ne réside pas dans le désir, mais dans la clarté. Elle ne réside pas dans l'action elle-même, mais dans la compréhension qui la précède. Et cette liberté, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ne nous éloigne pas du monde, mais nous y relie plus profondément. Car lorsque nous comprenons l'ordre des choses, nous cessons de lutter contre le flux de la réalité
et commençons à nous mouvoir avec lui. La liberté cesse alors d'être résistance et devient harmonie. Nous ne sommes pas des marionnettes, mais nous ne sommes pas non plus des dieux. Nous faisons partie d'un tout, conscient, pensant, émotionnel, limité. Et dans cet état, nous avons la possibilité de vivre avec plus de lucidité ou avec plus de confusion. La différence entre une vie libre et une vie prisonnière ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans le degré de clarté avec lequel nous percevons ce qui nous anime. Et cette clarté n'est pas un don, c'est une construction. Une construction qui exige honnêteté, investigation, patience. Elle exige que nous cessions de chercher la liberté là où elle ne se trouve pas, dans l'illusoire idée d'une indépendance totale, et que nous commencions à la chercher là où elle peut véritablement être cultivée, dans la compréhension patiente de qui nous sommes et de notre fonctionnement. Spinoza, avec son calme immuable, nous invite à accepter ce paradoxe, à accepter que nous sommes déterminés, et pourtant libres. Libres dans la mesure où nous nous connaissons nous-mêmes. Libres dans la mesure où nous cessons d'être prisonniers d'affections aveugles. Libres dans la mesure où nous agissons, non par peur, ni par contrainte, mais par compréhension. Et cette liberté, bien que rare, est réelle. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un slogan. Elle n'est pas héroïque, mais elle est profonde, silencieuse, transformatrice. Et c'est peut-être précisément ce dont nous avons le plus besoin dans un monde qui confond bruit et authenticité, impulsion et vérité. Reconnaître que le libre arbitre est une illusion n'est pas seulement un exercice philosophique. C'est un choc existentiel. C'est comme si le fondement de notre identité commençait à se fissurer, révélant que nombre de nos certitudes sur qui nous sommes, ce que nous voulons et pourquoi nous choisissons, n'étaient que des récits, des conventions émotionnelles qui nous maintenaient fonctionnellement sereins. Spinoza ne fait aucune concession sur ce point. Il nous invite à abandonner cette illusion. Mais cette invitation n'est ni romantique ni facile. Il exige de la maturité. Une maturité que peu de gens sont prêts à cultiver, car abandonner l'illusion est douloureux. C'est inconfortable, c'est solitaire. Mais c'est précisément cet inconfort qui marque le début de la liberté consciente. La maturité proposée par Spinoza n'a rien à voir avec l'âge, le parcours académique ou l'accumulation d'expériences. C'est une disposition intérieure. C'est la capacité à soutenir la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable. C'est la force de rester dans le doute, dans la fragilité, dans l'insécurité, sans chercher refuge dans des certitudes toutes faites. Car en quittant l'illusion du libre arbitre, l'individu perd pied. Mais ce pied, à y regarder de plus près, était faux. Et ce n'est qu'en le démantelant que l'on peut construire une nouvelle fondation, désormais plus solide, celle de la lucidité. Et la lucidité, dans ce contexte, est la capacité à percevoir ses propres mouvements, les sentiments qui nous dominent, les désirs qui nous traversent, et, à partir de là, à cultiver une présence consciente dans la vie. Spinoza montre que le chemin vers la liberté ne passe pas par la conquête d'un pouvoir particulier, mais par le perfectionnement continu de la conscience. Et cela exige des efforts, du silence, de l'attention. C'est bien plus difficile que de suivre des commandements tout faits ou de répéter des mantras auto-affirmatifs. Parce que cela n'offre aucune garantie, ne promet pas de fin heureuse, n'apporte pas de sécurité émotionnelle immédiate. La liberté consciente est instable. Elle se reconstruit chaque jour. À chaque nouvelle impulsion que nous reconnaissons, à chaque schéma que nous parvenons à interrompre, à chaque fois que nous disons non à l'habitude et oui à la lucidité. Et cela n'est possible que si nous cessons de considérer la liberté comme un droit et comme une tâche intérieure. Ce travail n'est pas technique, il est éthique. Ce n'est pas une méthode, mais une attitude face à l'existence. Spinoza nous enseigne que bien vivre ne signifie pas vivre sans limite, mais vivre en cohérence avec la réalité. Cela signifie reconnaître nos émotions sans en être esclave. Cela signifie accepter nos limites sans y céder.
Cela signifie prendre conscience de nos automatismes et choisir, autant que possible, une action plus en phase avec ce que nous percevons comme la vérité. Ce n'est pas la perfection, c'est la sincérité. Ce n'est pas un contrôle absolu, c'est une clarté progressive. Et plus notre relation à qui nous sommes est claire, plus nous devenons libres. Non pas au sens de faire ce que nous voulons, mais au sens de vouloir plus profondément. Mais cela demande du courage. Le courage de lâcher prise sur l'ego. Le courage de renoncer à l'illusion réconfortante d'avoir toujours le contrôle. Le courage d'assumer la responsabilité de tout ce que nous ressentons, non pas avec culpabilité, mais avec conscience. Et ce courage est rare, car il ne repose pas sur des applaudissements. Personne n'applaudit ceux qui préfèrent le silence à la réactivité. Personne ne célèbre ceux qui refusent d'agir par impulsion pour en explorer les causes. C'est un chemin discret, invisible, souvent solitaire, mais c'est le seul qui mène à la véritable autonomie. Car c'est le seul qui nous confronte à ce qui nous anime vraiment. Spinoza savait que ce processus était lent. Il ne croyait pas à l'illumination soudaine. Il considérait le progrès spirituel comme un patient exercice de transformation intérieure. Il n'est pas étonnant que son éthique soit construite comme la géométrie, précise, ordonnée, progressive. Car la liberté consciente n'est pas un saut, c'est un voyage. Un voyage fait d'observation, de chute, de guérison, de prise de conscience. Et ce voyage exige une maturité émotionnelle pour gérer les frustrations, la lenteur et la résistance intérieure. Il exige de l'humilité pour accepter que nous ne sommes pas aussi conscients que nous le souhaiterions. Mais il exige aussi de l'espoir. L'espoir non pas que tout s'arrange, mais qu'il est possible de vivre avec plus de vérité. Cette vérité ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient ni des livres, ni des professeurs, ni des traditions. Elle naît d'une confrontation honnête avec la vie elle-même, avec les émotions que nous ressentons au réveil, avec les peurs que nous tentons de dissimuler, avec les désirs qui nous consument, avec les schémas que nous répétons sans nous en rendre compte. Elle naît de la volonté d'éclairer là où nous évitons habituellement de regarder. Et cette lumière, lorsqu'elle commence à briller, change tout, car elle n'élimine pas les pulsions, elle les révèle. Elle n'élimine pas les émotions, elle les comprend. Elle n'élimine pas les conditionnements, elle crée un espace pour agir avec une plus grande conscience. Et cet espace est celui de la liberté. Arriver ici n'est pas un simple voyage intellectuel, c'est traverser un champ de mines d'illusions. Et au bout de ce chemin, une question surgit, non pas comme une provocation creuse, mais comme un miroir honnête. Pouvez-vous supporter d'être vraiment libre? Car la liberté, au sens où le propose Spinoza, n'est ni un don de l'univers, ni une conquête sociale. C'est un fardeau qui exige une colonne vertébrale solide, un esprit ouvert et un cœur capable de supporter l'absence de béquilles émotionnelles. La vraie liberté ne console pas. Elle ne protège pas de l'angoisse, ne promet pas de récompense céleste, n'offre aucune garantie. Elle vous renvoie simplement à vous-même, nu, vulnérable, responsable de tout ce que vous ressentez, de tout ce que vous faites, de tout ce que vous choisissez ou ne choisissez pas. Être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est avoir suffisamment de clarté pour comprendre pourquoi on veut ce que l'on veut. C'est refuser le pilotage automatique. C'est refuser le récit du « je suis comme ça, un point c'est tout ». C'est refuser le réconfort de la culpabilité d'un tiers. Être libre, c'est observer ses propres pulsions et savoir qu'aucune n'est sacrée, qu'elles peuvent toutes être remises en question, observées, transformées. Et cela demande plus de force que d'obéir à un système. Car lorsqu'on est vraiment libre, on n'a personne d'autre à blâmer. Il n'y a ni enfer à craindre, ni paradis à espérer. Il n'y a que soi, sa conscience, son éthique, sa compréhension. Et c'est effrayant. C'est peut-être pour cela que tant de gens choisissent de rester dans l'illusion. Car il est plus facile de croire que nous avons le contrôle que d'admettre que nous sommes guidés par des forces internes que nous ne comprenons pas encore. Il est plus réconfortant de dire « je choisis » que de s'interroger sur les causes du désir. La liberté, en ce sens, est un fardeau pour quelques-uns,
non pas parce qu'elle est inaccessible, mais parce qu'elle exige une maturité émotionnelle pour la maintenir. Spinoza le savait. Il savait qu'en déracinant l'idée du libre arbitre absolu, il privait beaucoup de terrain. Mais il savait aussi que c'est dans ce vide que naît le terreau fertile de la véritable autonomie. Car lorsque l'illusion meurt, la véritable possibilité de croissance commence. Et la question centrale est, êtes-vous prêt à grandir sans garantie, à penser par vous-même sans applaudissements, à faire des choix conscients même lorsque personne ne vous regarde? Car la liberté spinoziste n'est pas un trophée, c'est un processus silencieux de transformation intérieure, un mouvement de lucidité qui se construit chaque jour, à chaque geste, à chaque instant où vous choisissez de comprendre plutôt que de réagir. Et ce choix n'est pas facile. Il ne vous apporte ni gloire, ni appartenance, ni reconnaissance sociale. Mais il vous apporte quelque chose d'infiniment plus précieux. La paix de savoir que vous n'agissez pas par peur, ni par désir de plaire, mais en désaccord avec ce que vous considérez comme vrai. Mais c'est là que la question revient, plus vive que jamais. Pouvez-vous supporter d'être vraiment libre? Pouvez-vous supporter de vivre sans certitude toute faite, sans dogme réconfortant, sans récit préfabriqué pour expliquer votre douleur, vos échecs, vos doutes? Pouvez-vous supporter de vivre en constante vigilance, sachant que chaque action exprime votre niveau de compréhension? Car la liberté, au fond, n'est que cela, un miroir. Et elle ne ment pas. Elle montre tout, y compris ce que nous préférerions ne pas voir. Et c'est pourquoi, paradoxalement, elle nous effraie plus que n'importe quelle prison. Car être libre, c'est n'avoir nulle part où aller. C'est n'avoir personne à qui confier sa conscience. C'est vivre avec le poids et la beauté d'être entier. Spinoza, en démantelant le mythe du libre arbitre, ne nous prive pas de notre dignité. Il nous la restitue. Car en montrant que nous ne sommes pas des miracles ambulants, mais des expressions d'un ordre naturel compréhensible, il nous rappelle que la grandeur humaine ne réside pas dans le fait d'agir en dehors de la nature, mais dans sa compréhension. Et en la comprenant, dans la vie avec plus de vérité, plus de cohérence, plus de sérénité. La liberté qu'il propose n'est pas le soulagement, c'est la clarté. Ce n'est pas le réconfort, c'est la présence. Et peut-être, elle n'est pas pour tout le monde. Mais pour ceux qui choisissent de la suivre, il n'y a pas de retour en arrière. Alors maintenant, la question ne vient plus de moi. Elle vient de vous. Êtes-vous prêt à arrêter de répéter « je suis libre » et à enfin commencer à vivre comme quelqu'un qui comprend ce que cela signifie vraiment?